Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cet après-midi et on va entamer la partie consacrée à l'innovation. Et surtout, on va commencer cet après-midi et cette partie sur l'innovation en parlant de l'intelligence artificielle, dont on entend parler un peu partout. Donc, cette table ronde s'intitule Maladies émergentes, Alzheimer, maladies rares, cancer, diabète. L'IA est-elle le remède miracle? Rien que ça. Euh, donc, dans le sondage de ce matin, on voyait, pour ceux qui étaient présents, que 68% des Français pensent que l'IA peut révolutionner la médecine. Donc, ils sont assez confiants là-dessus. On va voir sur cette table ronde, en fait, qu'elle est déjà présente en médecine, dans le soin. Merci à toutes les quatre d'être présentes pour en discuter. Une table ronde 100% féminine pour parler d'IA. Donc, bienvenue à Nouria Pérez Kouliel, directrice médicale, patient et consommateur des laboratoires Pierre Fabre. Iris Maréchal, qui est cofondatrice et présidente directrice générale de Thérémia. Nadia Arfaoui, qui est vice-présidente produits et diagnostic chez Okin. Et Hélène Marin, directrice générale déléguée de Etikia. Merci à toutes les quatre d'être présentes. Alors, ma première question est pour Nadia. Vous utilisez l'IA dans le diagnostic pour les personnes atteintes de cancer, notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, parce qu'on en entend parler, mais comment ça fonctionne chez vous et surtout, quels sont les avantages, en fait, qu'est-ce que ça apporte en plus d'utiliser l'IA par rapport à des diagnostics classiques qu'on a, qui sont actuellement sur le marché? Oui, bien entendu, on va essayer de résumer tout ça. Donc, merci pour l'invitation déjà. Aujourd'hui, en oncologie, on va avoir un monde qui fait face à une triple évolution. On va avoir d'un côté de plus en plus de cancers qui sont diagnostiqués, de plus en plus de biomarqueurs d'intérêt qui sont découverts, et en parallèle de ça, de moins en moins de pathologistes qui sont disponibles pour évaluer tout ça, analyser tout ça. Donc chez Okin, nous, on vient utiliser l'IA pour répondre à cette problématique à travers trois grands axes. La première catégorie d'outils, ça va être une catégorie qui va être là pour supporter les pathologistes dans leur pratique quotidienne. Donc concrètement, quand ils regardent une lame de biopsie, à les aider à voir les zones d'intérêt pour diagnostiquer plus vite, finalement à l'image de ce qui se fait en radiologie déjà, mais qui n'est pas encore arrivé à l'oncologie. Donc c'est la version la plus simple finalement de l'IA comme assistance au diagnostic. La deuxième catégorie de solutions que nous développons, c'est déjà un peu plus complexe, un peu plus innovant. On va être sur comment on facilite la détection de biomarqueurs en priorisant les tests complémentaires sur les patients qui en ont vraiment besoin. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est ici? Ça va être des solutions, des modèles d'IA qui analysent encore une fois l'image de la lame de biopsie. Et à partir de cette image, on arrive à dire s'il faut aller plus loin dans le test, dans un test par exemple moléculaire ou génétique, ou si ce n'est pas la peine. Ça sert à quoi? Ça sert à ce que des patients qui n'ont pas besoin de tests complémentaires parce que c'est certain qu'ils n'ont pas le biomarqueur d'intérêt, on ne les teste pas. Et au contraire, ceux qui aujourd'hui ne sont pas tout le temps testés malheureusement, qui sont susceptibles de porter un biomarqueur qui est important pour leur prise en charge, on s'assure qu'ils bénéficient des tests génétiques et moléculaires ou autres qui existent aujourd'hui sur le terrain et qui ne sont pas faits sur 100% des patients qui devraient en bénéficier. Et la troisième catégorie, c'est finalement la plus complexe, la plus innovante. Ça va être autour de la prédiction du risque de rechute pour avoir la meilleure prise en charge thérapeutique une fois le diagnostic posé, et voire même une fois que le patient est même en rémission. Donc typiquement ici, sur le cancer du sein, chez Okin, on a développé donc, un produit qui s'appelle Relapse Risk, qui est donc pour les patientes atteintes du cancer du sein. On va encore une fois se baser sur l'analyse de l'image de la biopsie ou de la résection pour aller prédire le niveau de risque de rechute à 5 ans et à 10 ans. Et cette information-là, avec les autres informations du dossier patient, bien entendu, va être donnée à l'oncologue pour faire un choix éclairé sur le traitement thérapeutique à donner et donc aller vers une escalade du traitement, mais plus souvent une désescalade, puisqu'on a souvent tendance aujourd'hui à surtraiter quand on n'est pas certain du niveau de risque du pronostic du patient. Donc voilà, donc en résumé, nos solutions IA
très rapidement, sont là pour mieux diagnostiquer, pour mieux orienter aussi, et in fine, finalement, mieux traiter pour une médecine voilà, plus personnalisée, comme on en a déjà parlé ce matin. Eh ben, ça promet. Iris, vous vous situez donc un peu après justement le diagnostic. Vous êtes plutôt dans l'amélioration des traitements, aussi grâce à l'intelligence artificielle. Euh, Quels sont les résultats actuellement de l'IA dans cette étape-là? Exactement. Alors chez Thérémia, on met en place de la médecine de précision sur les pathologies du système nerveux central. Donc on travaille à la fois sur les troubles neurodégénératifs et sur les troubles psychiatriques. Aujourd'hui, on est en train de valider nos algorithmes sur Alzheimer, Parkinson, la dépression. Et globalement, on met en place des outils d'IA qui vont faire 3 choses. D'abord, essayer d'identifier les potentielles différences de réponse au traitement en fonction des populations, donc en fonction du sexe, de l'ethnie, du poids, du stade de la pathologie. Comprendre pourquoi il y a potentiellement des différences d'effets secondaires ou d'efficacité sur certains patients. Donc, est-ce que c'est dû à une explication qui vient du phénotype ou de la pharmacologie, de la chimie du médicament? Et derrière, notre objectif, c'est vraiment d'aider les biotech et les groupes pharmaceutiques à optimiser leurs essais cliniques en conséquence. Donc, c'est un enjeu économique majeur pour eux. Donc, l'idée, en fait, chez Thérémia, c'est qu'on répond vraiment à 2 grandes thématiques. Une thématique de santé publique. Donc aujourd'hui, vous le savez toutes et tous ici, mais les médicaments sont vraiment développés avec une approche standardisée. Un médicament, une dose, une fréquence pour tous les patients, sans prendre en compte les caractéristiques interindividuelles que je citais. Et la conséquence de ça, notamment sur les pathologies du système nerveux central, c'est qu'on a 60% des patients en fin de chaîne qui ne répondent pas au traitement ou alors qui ont des effets secondaires. Donc d'un côté, c'est un problème de santé publique majeur. On voit aussi des praticiens, des psychiatres, des neurologues qui nous indiquent en fait qu'ils ont besoin d'outils d'IA pour mieux comprendre quel traitement semble mieux fonctionner en fonction du patient qu'ils ont en face. Là, on est en train de lancer un gros projet sur la psychiatrie et sur les antidépresseurs parce qu'il y a une errance thérapeutique énorme sur la prescription d'antidépresseurs. Donc ça aussi, c'est un grand axe. Et de l'autre côté, d'un point de vue économique, nous, on voit en fait que les groupes pharmaceutiques dépensent des milliards pour mettre une molécule sur le marché. C'est environ 10 à 13 ans de développement pour y arriver, des chances de succès de 3 à 8%. Et donc l'idée, c'est d'utiliser les outils pour les aider à optimiser les essais, aller plus vite et mieux soigner à la fin de la journée. Et en termes de technologie qu'on développe, on a 2 grands axes. D'un côté, il faut qu'on récupère de la data. Donc il y a un enjeu d'aller voir des groupements hospitaliers, des instituts de recherche, des mutuelles, des assureurs, plein de sources de données différentes. Récupérer cette donnée, l'analyser, construire des algorithmes. Nous, en fait, il y a un enjeu de co-construire avec des praticiens. Donc on prend les hypothèses cliniques de neurologues qui ont des années et des années d'expérience, de psychiatres qui connaissent la pathologie. On rentre leurs hypothèses dans nos modèles et on les fait aussi valider en vie réelle, les prédictions de l'algorithme. Et je pense que c'est un travail énorme et je pense que ce n'est pas l'IA ou les médecins, mais c'est vraiment ce travail de collaboration qui va permettre d'y arriver. Et on voit d'ailleurs dans la précision de nos algorithmes que ça fait drastiquement augmenter la qualité des algorithmes de le faire main dans la main avec des praticiens. Voilà. Nouria, vous, tout comme Iris aussi, vous utilisez l'IA dans le diagnostic, principalement pour améliorer le parcours de soins. En cancérologie, pareil, même question. Concrètement, comment ça se matérialise chez vous, l'utilisation de l'intelligence artificielle? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Ravie de partager aussi cette table ronde avec cette table féminine. Alors, nous, chez Pierre Fabre, on est guidés par une conviction, c'est que chacun d'entre nous mérite une médecine personnalisée et une médecine et une prise en charge holistique. Et ceci est possible uniquement si, à un moment, et ça a été évoqué par vous deux, eh bien, chaque patient a un diagnostic précis au bon moment. Et donc là, je vais vous raconter l'histoire dans le domaine du cancer du poumon. Le cancer du poumon, c'est le 3e cancer le plus fréquent. C'est le premier en cause mortalité et c'est tous les ans en France 300 000 nouveaux cas. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand on regarde ces cancers du poumon, à l'intérieur, il y a beaucoup de sous-types. Mais pour ça, il vous faut qu'au bon moment, lors du diagnostic, ou bien très rapidement, si vous êtes en résistance à un traitement, on vous fasse, et vous l'avez cité, le diagnostic moléculaire. Savoir quel type. Et en connaissant vos diagnostics moléculaires, on va pouvoir vous donner un traitement précis et adapté à votre maladie. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des disparités en France sur le délai que chaque patient ait accès à ce diagnostic moléculaire. Alors, quel est notre projet? Dans ce contexte, notre projet, on travaille avec la FIAC, on est membre fondateur de la filière française d'industrie d'intelligence artificielle et cancer, et nous
cherchons à définir le parcours de soins pour les patients atteints de cancer non à petites cellules muté BRAF et comprendre quels sont les facteurs qui ont induit à un moment donné que ce diagnostic moléculaire soit fait, et puis associer chaque parcours de soins à l'espérance de survie selon la séquence thérapeutique qui a été donnée aux patients. Dans ce projet, on utilise 2 types d'intelligence artificielle. Et sans l'intelligence artificielle, je pense que ça ne serait pas possible. Le premier intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle de traitement de texte. On va, parce qu'on travaille avec 10 hôpitaux, des hôpitaux très différents, du Centre de lutte contre le cancer, des CHU, des CH, des hôpitaux. Et donc, on va, grâce à cette intelligence artificielle de traitement de texte, créer une base de données en collectant les comptes rendus d'un certain nombre de patients de tout type. Des comptes rendus de biologie, des comptes rendus de hospitalisation, consultation externe, lecture d'imagerie, tout type de comptes rendus. Et on va créer une base de données. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est l'intelligence artificielle en machine learning qui va justement définir ces parcours de soins et associer la fameuse espérance de vie en fonction de la séquence thérapeutique. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'à la fin, on est convaincu qu'on va comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'à la fin, chaque patient ait son diagnostic moléculaire. Grâce à ça, le bon traitement, et grâce à ça, il puisse accéder à ce traitement personnalisé qui lui amène le plus d'espérance de survie. Alors, on va parler dans un deuxième temps un peu des contraintes que le secteur de la santé met sur l'intelligence artificielle. Avant de passer à ça, j'avais une question pour toutes les trois. Est-ce qu'on a des chiffres en termes d'efficacité de temps, en termes d'efficacité de diagnostic, de soins, etc., que pourrait apporter l'intelligence artificielle dans chacun de vos domaines? Est-ce que vous avez, est-ce qu'on peut le savoir là en état à l'heure actuelle? Alors, je ne vais pas juste donner un chiffre en ce qui me concerne par rapport à notre projet, mais il faut essayer qu'on se projetons-nous ensemble. On est sur 10 centres hospitaliers. On en a 3, c'est des centres de lutte contre le cancer. On a des CHU, on a des CH et on a des hôpitaux. Et tous avec des données très différentes. Et bien, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir tout collecter et tout analyser et tout structurer. Ça, le faire uniquement à la mano, ça aurait été très long. Et je ne sais pas si on aurait même pu le faire dans un délai raisonnable et sans erreur. Donc je crois que je n'ai pas apporté encore une estimation à ce projet parce que nous sommes en phase de collecte de la donnée des hôpitaux, mais effectivement, on pressent un gain en temps et surtout en accessibilité à des données qui aujourd'hui ne sont pas structurées pour pouvoir les analyser. Et peut-être rapidement pour ajouter quelque chose par rapport à la validation des modèles, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire le fait de sortir d'un monde dans lequel on pense l'IA comme une black box, mais vraiment de rentrer dans une concrétisation de ce que ça va donner. La manière le plus simple de le faire et plus concrète, c'est de lancer une forme d'essai clinique avec 2 bras, un bras qui est assisté avec l'IA, où on a par exemple praticien et IA, versus un bras avec seulement le praticien, et d'évaluer les différences. On connaît des entreprises par exemple comme Synapse Médecine sur l'interaction médicamenteuse qui a fait ça récemment et qui a prouvé que drastiquement en fait l'IA allait apporter quelque chose en plus. Donc c'est en fait des pourcentages de précision et à la fin de la journée l'amélioration du parcours de soins et de l'efficacité du traitement. Donc je pense qu'il y a des manières de le prouver, que l'IA est meilleure, enfin, en tout cas aide. Et je pense que c'est très très important justement de le faire pour démontrer ça et démystifier ce côté IA un peu mystérieux en fait. Oui, rajouter. Aussi, pour répondre éventuellement de mon côté également, donc ça va dépendre beaucoup de l'indication, du cancer, du type d'outil. Donc sur le premier type d'outil que j'ai décrit, qui est vraiment le support aux pathologistes, on va être sur effectivement du gain d'efficacité et être sûr qu'ils n'ont rien raté. Donc on parle de quelques jours, quelques semaines à réduite, ça peut aller de quelques jours, quelques semaines pour les 2 premières catégories à quelques minutes pour notre IA. Donc ça c'est une ordre de grandeur de réduction de temps. Maintenant on a des études, comme Iris vient de le dire, qui sont en cours, en train de démontrer tout ça, l'apport d'efficacité. Et c'est pas la même chose quand on est juste en train d'aider le pathologiste à regarder les bonnes choses sur la lame qu'il est en train de regarder, que quand on est en train de dire, ce patient-là, on peut tout de suite
dire qu'il n'a pas ce biomarqueur-là. Et là, c'est sur ce niveau-là qu'on est à quelques jours, quelques semaines, versus quelques minutes. Et enfin, je dirais juste qu'il y a une grande catégorie des projets sur les produits sur lesquels on travaille qui ne sont pas une question de temps, c'est vraiment une question de est-ce que le diagnostic il est fait ou pas. Parce que, par exemple, sur les cancers du sein, le gène BRCA, si on le teste pas, on le voit pas. Et si, du coup, la patiente, malheureusement, n'est pas tombée dans les guidelines pour qu'elle bénéficie de ce test, qui est donc génétique ou moléculaire, elle ne le saura pas. Et donc, on a des risques sur elle-même, mais aussi sur sa famille, parce qu'on est sur une mutation qui est, encore une fois, génétique, donc sur ses enfants, ses sœurs, ses petits-enfants. Et donc voilà, donc c'est vraiment, c'est pas juste une question de temps à la minute, à la seconde, à la semaine, mais c'est vraiment la prise en charge long terme du patient qui peut être affectée parce qu'on ne lui a pas, comme Nouria disait, fait le bon test au bon moment. Alors, l'intelligence artificielle, on peut en utiliser dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, c'est un peu particulier parce que c'est un domaine, voilà, on va parler des données notamment. Hélène, vous, justement, vous êtes facilitateur enfin, du déploiement de l'IA. Concrètement, donc, qu'est-ce que ça signifie, en fait, ce que vous faites et comment vous pouvez vous aider au déploiement de l'IA dans la santé ? Oui, un grand merci. Peut-être pour rebondir juste en amont sur la question précédente, je trouve que votre point était justement essentiel. On est de plus en plus sur l'IA, sur la sécurisation en fait, du diagnostic ou de la prise en charge, justement, plutôt que sur du gain de temps. Si on prend l'exemple de l'imagerie, où c'est quand même le cas le plus avancé et sur lequel on a le plus de retours, on voit des dernières études que le gain de temps n'est pas forcément majeur, mais ça va apporter un confort, une sécurisation du diagnostic. Et justement, l'alliance IA plus professionnels de santé va permettre une meilleure prise en charge des patients. Donc je pense que ça, c'est un point qu'on voit de plus en plus aussi dans la phase de développement où on est. Donc éthique IA, comment est-ce qu'on facilite le déploiement de l'IA de confiance ? Donc nous, effectivement, notre but, notre cœur de métier, c'est de créer les conditions de la confiance. Comment est-ce qu'on opère ça ? Donc déjà en faisant toute la mise en conformité, donc sur la partie réglementaire, donc on a maintenant un règlement européen sur l'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler dans ce contexte politique, donc qui commence à entrer en application justement, où l'intelligence artificielle en santé va être considérée comme étant à haut risque, et donc on va devoir répondre à tout un certain nombre d'exigences en santé, notamment pour l'accès au marché, puisque ça va influencer également le marquage CE d'ici quelques années. Néanmoins, c'est un point important, mais pas essentiel. Nous, on intervient notamment sur l'éthique de l'intelligence artificielle, et c'est ces aspects-là qui vont créer la confiance. L'aspect réglementaire est toujours, on va dire, le minimum, et l'idée est de pouvoir, derrière, impliquer toutes les parties prenantes. Donc nous, c'est vraiment les méthodologies qu'on développe, donc c'est-à-dire représentants de patients. On travaille notamment avec France Asso Santé sur ces questions, pour justement créer du dialogue autour de l'intelligence artificielle, que les patients puissent être informés, et également comprendre comment ça fonctionne. On est dans une phase où on a de l'intelligence partout. Si vous faites une radio aux urgences, encore une fois, la plupart des patients ne sont pas au courant qu'une intelligence artificielle est intervenue, et c'est important de pouvoir travailler sur ce sujet-là. Donc l'autre point, ça va être effectivement la formation donc, des professionnels de santé, des patients, et donc les méthodologies de supervision humaine où on va créer des espaces de dialogue autour de l'intelligence artificielle participent notamment à créer cette confiance. Pour les professionnels de santé, ça les rassure également d'avoir un encadrement éthique, puisque on est encore à un stade où l'intelligence artificielle, c'est des solutions d'aide au diagnostic. Et donc en termes de responsabilité, c'est aussi bien de savoir, donc, premièrement, que c'est toujours le diagnostic du professionnel de santé qui fera foi, et donc qu'il faut faire attention aux solutions d'intelligence artificielle qui sont utilisées, qu'une solution d'intelligence artificielle n'est jamais fiable à 100%, tout comme un être humain, et que justement c'est l'alliance des deux qui va permettre aux patients de bénéficier du meilleur soin possible. Juste pour revenir sur l'information aux patients, est-ce que quand on utilise l'intelligence artificielle pour l'imagerie, etc., il faut toujours que le professionnel de santé alerte le patient, l'en informe ? Alors, effectivement, sur l'information des patients, on est encore au début. C'est une exigence de la part de la HS, d'ailleurs, depuis l'évolution de la certification des établissements hospitaliers de janvier. Sur l'information des patients, idéalement, effectivement, il faudrait pouvoir les informer ou même mettre une phrase sur le compte-rendu, par exemple, pour spécifier qu'il y a eu une intervention,
que le diagnostic a été fait à l'aide de l'intelligence artificielle. Néanmoins, ce qu'on préconise, nous, dans un premier temps, c'est de faire une information générale, donc au sein des structures de soins, ce qui va permettre déjà aux patients de savoir que l'intelligence artificielle peut intervenir dans le cadre de sa prise en charge. L'autre point important, c'est qu'on est bien sur une information et non sur un recueil du consentement. C'était un point essentiel, aussi bien pour la HS, mais qui était déjà une notion présente dans la loi de bioéthique en France de 2021. L'idée derrière et la philosophie de la loi de bioéthique, c'était de se dire que l'IA est un outil comme un autre, et donc quand on prend votre tension, on ne va pas requérir votre consentement, que le recueil du consentement est sur le protocole de soins de façon générale, et donc l'IA est un outil comme un autre. Iris, on va parler d'un sujet qu'on abordera plus en détail dans les prochaines tables rondes, c'est le souci de l'accès aux données de santé. On sait qu'il n'est pas évident, notamment quand on est une start-up, une jeune start-up ou même pour des plus grands groupes d'ailleurs. On sait aussi qu'il y a beaucoup de données qui sont récupérées des États-Unis. On voit la situation géopolitique actuelle qui rend la chose un peu compliquée. Comment on fait justement quand on est une entreprise comme vous pour avoir accès aux données? C'est effectivement une vraie question et un enjeu, parce qu'avoir la data veut dire qu'on arrive à développer de bons modèles et avoir une data qualitative surtout. C'est un enjeu pour plusieurs raisons. Déjà parce que la data est fragmentée. Donc il y a à la fois les hôpitaux et dans chaque hôpital des centres et des chercheurs qui ont leur base de données. Il y a des instituts de recherche, des mutuelles, des assureurs. Il y a même des entreprises privées, par exemple les montres, les montres connectées qui vont avoir accès à cette data-là. Donc en fait, c'est une data qui est partout. C'est une data aussi qui est extrêmement hétérogène. Typiquement, nous, par pathologie, on concatène différentes sources de données en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis. La manière de récolter la data est différente, les scores cliniques sont différents, on n'a pas forcément les caractéristiques patients dont nous on a besoin, donc il y a cet autre sujet, beaucoup de data manquante aussi. Donc en fait, parfois, ce qui est logique, mais le neurologue, le psychiatre n'a pas le temps de noter toutes les informations qui sont essentielles pour faire tourner un modèle. Et il y a l'enjeu aussi, donc je décris un peu un paysage assez compliqué, mais bon, il y a aussi l'enjeu d'avoir de la data non biaisée. C'est-à-dire que le modèle et les résultats du modèle vont dépendre de la data qui est entraînée. Si on entraîne les modèles sur de la data où, typiquement, sur les données de santé, il y a plus d'hommes ou plus de personnes qui ont ce type d'IMC ou des personnes qui viennent d'un seul pays, on a une data du coup qui est très centrée sur un type de patient et qui ne correspond pas à la réalité. Donc il y a tout un enjeu aussi de s'assurer que les bases de données correspondent bien sur les pathologies qu'on regarde à la prévalence réelle. Donc ça, c'est des vrais enjeux. Et il y a l'enjeu de dresser des partenariats avec des hôpitaux publics qui sont honnêtement un peu frileux à l'idée de mettre en place mais ce qui est totalement logique. Donc c'est des vrais enjeux. Comment faire? Nous, on essaye de mettre en place un peu des partenariats win-win, soit dans le cadre de publication, de co-développement, de mise en place justement de software qui vont les aider à la décision et faciliter, par exemple, la mise en place du bon traitement. Donc il y a, je pense, des deals à trouver. Effectivement, il y a beaucoup de data qui viennent des États-Unis qui, eux, ont parfois la chance d'avoir aussi des systèmes un peu plus centralisés et avancés sur la collecte de data. Au Royaume-Uni, ils sont très avancés aussi. En Europe, on a quand même des grands géants là-dessus. On a UK Biobank, notamment, qui est une base de données qui a enregistré des centaines de milliers de patients sur plusieurs années. Donc, c'est la data longitudinale extrêmement précise. Donc, il y a cette data qui est disponible, il faut la trouver. C'est un enjeu, mais au final, on y arrive. Enfin, nous, on y arrive très bien depuis la dernière année à récolter beaucoup de données. Et effectivement, les changements qu'on voit aux États-Unis vont avoir un impact. Moi, je le vois à deux niveaux différents. Déjà, par rapport à l'inclusivité dans les essais cliniques, on voit la FDA qui, tout doucement, est en train d'effacer les guidance d'inclusivité. Ça, sur le court terme, ça a un impact, mais alors, j'imagine même pas l'impact sur le long terme, quand on va avoir vraiment développé les traitements en regardant un type de patient spécifique et qu'on va se rendre compte que dans la vie réelle, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et il y a un impact sur la recherche, évidemment, qui, honnêtement, ces deux sujets-là, je pense que c'est aussi une opportunité pour l'Europe. Et je pense que moi, le discours que j'ai, c'est quand même un discours assez pro-européen. On peut construire des leaders de la médecine de précision. Hawking l'a bien démontré aussi. Mais on arrive avec les talents qu'on a en France, avec la recherche, les centres médicaux, les hôpitaux, notre rigueur scientifique, à construire des leaders. Et je pense qu'il faut voir ça comme une opportunité de se dire, nous, on garde notre politique, on garde notre manière de faire, et on va réussir à bénéficier de ce grand marché européen et à construire des leaders français, voire européens. C'est une très bonne transition justement pour Hawking et pour Pierre Fabre aussi. On voit que pour construire peut-être des leaders européens, la solution, et vous allez me dire si c'est le cas ou pas, mais ça peut être des partenariats justement entre des startups et des plus gros laboratoires.
vous, c'est ce que vous développez aussi chez Hawkin. Comment vous appuyez justement dans ce partenariat et est-ce que c'est ça finalement la solution pour avoir un peu un leadership européen en matière d'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. C'est une solution, c'est une conviction, en tout cas de nous, que nous avons. Je rejoins tout ce qu'a dit Iris. Et ce matin, il me semble que le président de Pfizer parlait de création d'écosystèmes. Et nous, c'est vraiment ce à quoi on croit. Un écosystème, ça ne se construit pas tout seul, ça se construit à plusieurs. Finalement, qu'on soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, l'important, c'est vraiment de réunir les expertises techniques, industrielles et cliniques, les meilleures, pour pouvoir avoir le plus grand impact possible. Donc je rejoins vraiment tout ce qui a été dit ici. Pour reprendre l'expression d'Iris, win-win, c'est gagnant-gagnant, oui, typiquement par rapport aux laboratoires pharmaceutiques avec lesquels nous faisons des partenariats, mais aussi voient un intérêt à ce que nous les aidions avec nos solutions à... On en a parlé ce matin également dans la table ronde, mais à optimiser les essais cliniques, à développer des molécules qui sont plus performantes sur une population cible, mais également sur les molécules qui sont déjà sur le marché, à pouvoir vraiment cibler tous les patients qui répondent à cette molécule-là qui est déjà existante. Et les laboratoires d'anapathologistes, c'est pareil. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est finalement avoir la meilleure prise en charge possible, peu importe quel est l'outil utilisé finalement. Mais ils sont très contents d'avoir des technologies de pointe qu'on leur propose pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et nous, je rejoins ce que dit Iris également, ces partenariats, c'est plus de ressources, plus d'expertise, et donc ils sont très très valorisés pour nous, ces partenariats-là. Voilà, donc je vais laisser la parole, parce que je crois que le temps défile, donc voilà. Merci. Alors oui, effectivement, donc nous, chez Pierre Fabre, nous sommes une entreprise française avec notre recherche et notre production ici basée en France. Et nous avons une conviction aussi, c'est que le partenariat public-privé est ce partenariat qui nous permet de, ensemble, pouler et collecter toutes nos forces, lisser nos faiblesses et amener de l'innovation pour demain. Et nous avons la conviction que comme je vous le disais tout à l'heure, chacun d'entre nous mérite d'être pris en charge de façon personnalisée et holistique. Alors oui, nous, en l'occurrence, dans le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, en tant que membre fondateur de la FIAC, on travaille avec OSPI, qui est une société française experte dans l'analyse de données hospitalières. On a d'autres projets. Et oui, nous travaillons en partenariat pour faire en sorte que cette promesse que chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur, eh bien, ça soit vraiment une réalité. Et je crois que l'intelligence artificielle, plus que uniquement parler du temps et du gain économique, la vraie promesse, c'est le bien-être pour chacun d'entre nous. Et si ensemble, on garde cette ambition, je pense qu'au fait, on devrait y arriver. On va finir avec Hélène. Vous parliez de la formation pour les professionnels de santé, même d'information aux patients. C'est un petit peu aussi l'étape qui reste, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a encore des freins sur le fait d'utiliser l'intelligence artificielle. On a un petit peu peur aussi d'avoir un mauvais diagnostic, vous en parliez. Enfin, il y a encore des idées reçues. Comment on forme, sachant qu'il y a plusieurs intelligences artificielles, comment aussi on forme les professionnels de santé qui déjà ont beaucoup à faire dans leur travail actuel. Oui, totalement, c'est un vrai enjeu. Alors, l'idée n'est pas que tous les professionnels ou tous les utilisateurs d'intelligence artificielle de façon générale deviennent ingénieurs ou experts en intelligence artificielle. L'idée est vraiment de donner les points essentiels, c'est-à-dire comment interpréter un résultat et donc quels sont les biais cognitifs potentiels autour de l'interprétation de l'IA, puisqu'on va avoir justement des formations spécifiques qui sont sur l'intelligence artificielle souvent assurées par les industriels eux-mêmes. Et donc ça, c'est essentiel pour savoir dans quelles conditions l'outil est fiable ou non et comment l'utiliser. Mais il faut aussi dispenser des formations généralistes pour justement avoir les premiers réflexes, connaître les biais, savoir justement qu'est-ce qui peut nous tromper aussi pour derrière pouvoir prendre la juste décision. Et je pense que c'est ça le vrai enjeu autour de l'intelligence artificielle, c'est comment est-ce qu'on crée l'alliance IA et humain qui est bénéfique pour tous. Et juste, on parlait un petit peu de la formation des soignants ce matin. Est-ce que ça peut être est-ce que c'est plus intéressant de l'avoir aussi dans le cursus de formation? C'est déjà très dense d'ailleurs, mais...
Oui, totalement. Il faut dans tous les cas former tout le monde, hein. L'intelligence artificielle ne va pas disparaître, au contraire, elle va faire être de plus en plus présente au sein de nos vies, donc indispensable dans les formations initiales, mais également en formation continue. Nous, par exemple, on peut faire des journées de sensibilisation à l'intelligence artificielle avec différents établissements hospitaliers ou avec différentes structures de soins, et l'idée est vraiment de donner ces grands réflexes. On a également formé, par exemple, des paramédicaux, des infirmières et infirmiers de pratique avancée sur ces questions-là. Je pense que la formation des paramédicaux est aussi essentielle, puisqu'on va aller de plus en plus vers de la délégation de compétences. Et donc, il ne faut pas les oublier et former tout le monde dès à présent. Merci à toutes les quatre. On a fini Merci. pour la table ronde sur l'intelligence artificielle et on va enchaîner sur la table ronde qui concerne les data.